Oui, on va Ok. demander à tout le monde en fait d'enlever la vidéo à part Alice. Comme ça, C'est euh, vrai, je ne verrai pas. C'est dommage. Oui. De toute façon, bon, alors je commence avec l'ouverture Ouais. et après je passe la parole à Alice. Bon, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir ici dans la première conférence de l'année de Sciences Po et aussi du MIT Club de France. Bon, nous sommes au moment où le Parti communiste chinois fait un centenaire avec le président le plus puissant depuis Mao Zedong, où la Chine remplace pour la première fois les États-Unis comme principal partenaire économique de l'Union européenne. Quand à Hong Kong, il y a en ce moment 47 activistes qui ont été accusés de violer la loi de sécurité nationale juste pour vouloir choisir de gens candidats pro-démocratie pour le Conseil législatif. Oui. Et quand il y a aussi une purge sur plusieurs entités de sécurité, défense et justice, un cours et aussi pour des raisons de loyauté politique. Bon, en ce moment, on a décidé de considérer le thème de la Chine comme premier sujet pour les conférences que nous aurons cette année. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous Alice Eichmann, qui est analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et qui a écrit un livre, Rouge Vive, l'idéal communiste chinois. Nous avons aussi présent M. Olivier Guillet, qui est le vice-dean de l'école de management et innovation de Sciences Po. Nos anciens professeurs, Bob Gogel et Marc Pertenesch, nos profs au MBA, qui c'est aussi un plaisir de les revoir. Et nous avons aussi Jean-Sébastien qui est sur place à Hong Kong et qui va nous faire un court exposé. Euh, après, après cet exposé, on passera de suite à Alice Eichmann. Sébastien, il a déjà rappelé qu'il faut, vous êtes invité à étendre le micro et le caméra. Et toutes les questions peuvent être écrites sur le chat qui est à côté euh, euh, au anneau à gauche de votre écran. Et à la fin de la présentation d'Alice, on ira pour le question. Alors, si Jean-Sébastien est là, on peut lui passer la parole pour un court exposé. Merci Jean-Sébastien? beaucoup. juste une Merci chose, beaucoup. Polo. Si vous voulez envoyer un message privé, il faut cliquer juste sur le nom de la personne. Et là, vous pouvez démarrer une discussion privée avec quelqu'un qui est dans la salle. D'accord, parfait. Voilà. Merci, merci Stéphane. Donc, laissons la parole à Jean-Sébastien. Oui. Bonsoir à tous et je vous prie de m'excuser de ne pas avoir de vidéo. Je suis en iPad et c'est quand même 1h du matin à Hong Kong, donc je vous prie de m'en excuser. Je voulais simplement peut-être vous donner un aperçu évidemment sur Hong Kong, puisque j'y vis maintenant depuis quelques années avec ma femme et notre fils. Évidemment, Hong Kong a été dans le feu de l'actualité depuis 2 ans avec les mouvements de protestation, avec ensuite l'imposition de la loi sur la sécurité nationale. Et maintenant, cette année, avec justement ce concept d'élire des patriotes au Conseil législatif de Hong Kong, et les élections doivent avoir lieu en principe en septembre cette année, mais elles sont certainement repoussées. Beaucoup s'est dit justement sur ce concept. On ne connaît pas encore véritablement les lignes et la définition même de ce que ça peut comporter exactement. Tout ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, les candidats au Conseil législatif seront
présélectionnés, si j'ose dire, par justement Pékin. Et donc, par conséquent, les candidats d'opposition ou ceux qui sont les pro-démocrates, il y en a eu 47 qui ont été arrêtés récemment, qui ont été jugés, qui sont en attente de jugement, puisque certains sont libérés sous caution. Donc, tout ça entraîne énormément de bouleversements politiques qui se répercutent également sur la société même. Moi, ça fait plusieurs années que j'habite à Hong Kong et ce n'est plus du tout le Hong Kong que l'on connaissait. Certes, évidemment, le système est encore capitaliste. Bon, il y a des libertés qui sont tout à fait différentes que ce qu'on peut retrouver sur la Chine, mais ces libertés tendent à s'évaporer, si j'ose dire, d'une certaine façon. Donc, il sera intéressant de voir avec l'exposé d'Alice un peu comment justement la Chine tente de mettre un peu Hong Kong au pas, si j'ose dire, par rapport à cette mini-constitution qui était la Basic Law, qui permettait à Hong Kong, depuis la rétrocession en 97 de la Grande-Bretagne vers la Chine, d'avoir un système pendant 50 ans qui lui permettrait d'avoir une certaine autonomie par rapport justement à la Chine. Donc, dans le contexte actuel, tout ça se répercute sur la population et on le ressent vraiment d'une façon assez prononcée. Donc, je voulais simplement vous donner cette introduction et ce point de vue personnel. Et ça sera avec plaisir. J'essaierai d'assister tout au long de la conférence si je le peux. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre par chat ensuite. Je vous remercie. Félix, si vous pouvez commencer. Oui, bien sûr. Oui, mais j'étais ravie d'écouter Jean-Sébastien et merci pour ce retour en direct de Hong Kong. Moi-même, je ne me suis pas rendue depuis près d'un an, donc on est toujours preneur en effet de retour sur place, de chercheurs, de correspondants, de journalistes, d'expatriés, de personnes, d'activistes, parce qu'en effet, la situation évolue très rapidement. Je ne vais pas vous faire un exposé sur Hong Kong et je pense que Jean-Sébastien pourra revenir dans la discussion à différentes occasions, mais quand même 3 points sur le sujet de manière très générale. Pour ceux qui ne sont pas basés à Hong Kong, on observe vraiment l'érosion de ce qu'on appelle, bon, tout d'abord la préservation de la Basic Law que Jean-Sébastien a mentionné, mais aussi et surtout du concept un pays de système. Parce que depuis la rétrocession de Hong Kong en 97, enfin, cette rétrocession était conditionnée au fait que Hong Kong garderait finalement ses spécificités politiques et juridiques, historiques, et sous ce grand concept, un pays de système. C'est-à-dire que oui, de facto, depuis 97, il est sur territoire chinois, mais donc dans le même pays, mais avec un système qui est différent. Et on semble vraiment, là, s'acheminer vers l'érosion manifeste de ce concept un pays de système. Et ce qui est étonnant, mais ça Jean-Sébastien pourra nous apporter certains éléments, c'est qu'il semblerait vraiment que l'approche dure se poursuit déjà depuis plusieurs années, mais que rien semble l'arrêter. C'est-à-dire que Hong Kong, place financière majeure en Asie et dans le monde, grande attractivité économique pour beaucoup d'entreprises étrangères, notamment pour localiser des sièges régionaux, etc. Aujourd'hui, elle perd en attractivité économique et il semble même que cette perte d'attractivité ne semble pas être un frein pour Pékin dans le durcissement de la situation parce que l'objectif politique l'emporte sur l'économique. C'est-à-dire qu'il semblerait vraiment aujourd'hui que Pékin soit prêt à payer le prix économique de ses ambitions politiques et à terme de ce qu'on pourrait appeler une harmonisation politique du territoire hongkongais, quel qu'en soit le prix. Le prix en termes économiques, on en a parlé, mais aussi le prix en termes d'image internationale, puisque comme vous le savez, la situation à Hong Kong a généré un grand nombre de critiques de gouvernements étrangers, et en premier lieu de Londres. Mais il semble que ces critiques et aussi ces critiques groupées aux Nations Unies, puisque plus d'une vingtaine de pays ont fait part de leurs inquiétudes sur l'évolution de la situation à Hong Kong. La Chine n'a pas fléchi et a riposté en tentant de réunir une cinquantaine de pays
pour soutenir sa position aux Nations Unies sur Hong Kong. De même, la Chine procède à des arrestations massives. Jean-Sébastien en a parlé, mais pas uniquement de citoyens hongkongais. Comme vous savez, en Chine continentale, on ne peut pas avoir la double nationalité, on ne peut pas être chinois et français, par exemple. À Hong Kong, c'est différent pour des raisons historiques, et beaucoup de Hongkongais ont aussi la nationalité britannique. Et la Chine n'a pas hésité à arrêter ou à émettre des mandats d'arrêt contre des citoyens qui ont la nationalité britannique. Et donc, ça crée très vite des tensions diplomatiques profondes. De même, il y a quelques années, depuis 2015, le cas d'un citoyen suédois, hongkongais suédois, qui s'appelle Gui Minhai, a suscité des tensions majeures entre Stockholm et Hong Kong, et a fortiori Pékin surtout, parce que ce libraire avait vendu donc, des textes censurés, interdits par Pékin, notamment sur la vie privée de Xi Jinping, et ce libraire a été arrêté et est aujourd'hui toujours détenu. Donc voilà, pour vous donner un peu quelques points d'analyse plus générales. Bien sûr, il y a une situation locale très tendue, mais aussi une situation diplomatique très tendue sur la question hongkongaise, et aucun élément aujourd'hui n'indique que Pékin va fléchir sur ses positions et surtout va revenir sur la mise en place de la loi sur la sécurité nationale depuis plusieurs mois maintenant, qui a été mise en place à l'été dernier de manière extrêmement stricte et qui a surpris beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes, notamment parce qu'un des articles de cette loi aussi donne la possibilité d'arrêter ce que la Chine considère être des dissidents ou des non-patriotes qui ont la nationalité étrangère. Donc il y a une dimension extraterritoriale de cette loi qui pose aussi des questions diplomatiques importantes. Voilà, je vais refermer la parenthèse hongkongaise, mais Jean-Sébastien, n'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez lors des questions-réponses ou même avant. Le thème de cette conférence s'attache plus spécifiquement à la situation en Chine continentale, à partir donc du livre que j'écris avant le Covid, mais dont les conclusions restent valides aujourd'hui, sur le renouveau idéologique en Chine sous Xi Jinping. Donc ce livre qui s'appelle Rouge vif, l'idéal communiste chinois, n'est pas un livre qui cherche à être volontairement provoquant ou j'ai essayé vraiment de maintenir la nuance, c'est-à-dire je ne dis pas que la Chine est redevenue communiste, je dis qu'il n'est faux de dire qu'elle ne l'est plus du tout. C'est-à-dire qu'on pense que depuis Deng Xiaoping, depuis l'ère de réforme et d'ouverture lancée dès son arrivée en 1978 et surtout tout au long des années 80, on a souvent considéré que la Chine était rentrée dans une ère libérale, en tout cas que l'économie chinoise se libéralisait. Certains ont caractérisé ce développement par un capitalisme d'État, l'étiquette de capitalisme d'État. D'autres ont dit ça y est, elle a complètement tourné la page de l'époque maoïste, et elle est à la fois très pragmatique, et puis Deng Xiaoping lui-même mettait en avant ce pragmatisme en disant quelle que soit la couleur du chat, qu'il soit noir ou gris, l'important c'est qu'il attrape la souris, c'est-à-dire quelle que soit l'idéologie de référence, comme le capitalisme, communiste, l'important c'est qu'on sorte de la pauvreté dans laquelle nous sommes au lendemain de la crise culturelle. Et de fait, des ajustements majeurs de la politique économique chinoise ont été conduits pendant cette décennie, et au-delà ont été prolongés sous Jiang Zemin. Mais le fait, je pense que c'est l'hypothèse de dire que la Chine n'est plus communiste, qui est souvent basée à la fois sur cette observation de l'analyse de l'ère de la réforme et d'ouverture, mais aussi par l'espoir de nombreuses entreprises étrangères de trouver en Chine continentale un nouvel Eldorado, de nouvelles opportunités à Shenzhen, dans le sud du pays, face à l'ouverture de la Chine. Cet espoir est aujourd'hui en partie déçu, mais aussi l'analyse est en partie erronée de mon point de vue. Et là, je ne remets pas en cause mes collègues, je pense juste que les temps ont changé. Tout d'abord, Deng Xiaoping n'a jamais remis en cause l'héritage maoïste totalement. Si vous vous souvenez bien, quand il est arrivé, quelques années après son arrivée au pouvoir, il a dû traiter les années Mao au sein du comité permanent. Il a dit Mao, c'est 70% de positif, 30% de négatif en substance, c'est-à-dire que la révolution culturelle, c'était une erreur, mais l'erreur est humaine. Si nous sommes arrivés à cette erreur, c'est pas du fait du cadre théorique, idéologique, ce n'est pas du fait du marxisme vers lequel nous devons toujours nous référer, mais c'est du fait d'une mauvaise mise en application
de nos valeurs marxistes. Donc il n'y a pas eu de remise en cause idéologique et il n'y a pas non plus de remise en cause de la figure de Mao en tant que telle. Elle est redescendue du statut de Dieu à homme, si l'on pourrait dire. Mais il y a une certaine continuité entre l'ère Mao et Deng Xiaoping, comme entre Deng Xiaoping et Jiang Zemin, entre Jiang Zemin et Hu Jintao et Xi Jinping aujourd'hui, parce que le système chinois est fait ainsi que, voilà, on ne remet pas en cause directement son prédécesseur, on fait appel à des ajustements dans une forme de continuité, parce qu'aussi on a été souvent nommé par des prédécesseurs, ou dans le cas de Deng Xiaoping c'est différent, mais par différentes factions qui se sont mis d'accord pour cette nomination de manière plutôt consensuelle à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, on note vraiment un renouveau idéologique sur Xi Jinping, c'est-à-dire que ce livre découle aussi de l'observation que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir à la tête du parti en 2012, réellement, non seulement jusqu'à présent, jusqu'à 2012, les références marxistes, les références idéologiques n'ont jamais disparu. L'influence à la fois soviétique et maoïste du système politique chinois actuel n'ont jamais disparu, mais elles se sont renforcées. Comment elles se sont renforcées? Alors, je vais dresser 10 constats, je ne vais pas tous les énumérer aujourd'hui pour laisser assez de temps pour les questions-réponses et rendre cet échange aussi interactif que possible. Mais tout d'abord, dans le discours, Xi Jinping est très clair. Il appelle au cas de confiance en soi. La Chine doit avoir confiance en son système politique, en ses théories, notamment donc, les références marxistes, en sa culture et en sa voie de développement. Et Xi Jinping parle également de supériorité du socialisme sur le capitalisme. Alors on peut dire, oui, il utilise les grands mots, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement dans sa bouche aujourd'hui, dans une Chine deuxième puissance économique mondiale, où la liberté d'entreprendre existe, de nombreux membres du parti sont des entrepreneurs. Alors oui, il y a beaucoup de contradictions, il faut toujours maintenir une nuance. Je ne dis pas que la Chine est communiste aujourd'hui, mais d'ailleurs le Parti communiste chinois ne le dit pas non plus. Le Parti communiste chinois suit la rhétorique marxiste de l'histoire de l'humanité en disant la Chine n'est aujourd'hui qu'à l'étape première du socialisme et elle doit tendre vers l'idéal communiste. Mais le communisme est un idéal vers lequel on n'arrivera jamais parce que ça n'existe pas. Voilà, c'est un idéal et donc en pratique, il faut essayer de de s'en rapprocher, mais inatteignable. Mais il faut tendre et l'important, c'est que la Chine vraiment se réoriente plus justement dans la juste voie du socialisme. Comme si finalement, en quelque sorte, la période de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping était une parenthèse limitée dans le temps, nécessaire pour sortir le pays de la pauvreté, mais qui n'est pas naturelle dans la voie de développement de la Chine. C'est-à-dire, c'est une parenthèse pseudo-capitaliste, en tout cas d'ouverture temporaire, mais qui n'est pas la voie naturelle et logique que le système politique chinois doit suivre. Ça me fait presque penser à la NEP de Lénine, nouvelle politique économique, qui stipulait vraiment que cette ouverture temporaire devait être mise en place, mais vraiment elle devait être limitée dans le temps pour mieux revenir au système économique en place. En tout cas, aujourd'hui, Xi Jinping vraiment martèle cette confiance en soi, cette confiance dans le système politique, et concrètement, au-delà de discours, a mis en place un certain nombre de décisions qui sont très claires, qui sont très clairs sur les orientations qu'il veut prendre, notamment le renforcement du parti dans l'économie. Très concrètement, il a renforcé le poids des cellules du parti dans toutes les entreprises d'État. De toute façon, toutes les entreprises d'État possédaient déjà les cellules du parti en leur sein, mais il a renforcé leur pouvoir. Et il a appelé à la création plus large de cellules du parti dans les entreprises privées en Chine. Le système de planification est toujours très fort. En Chine, il y a les plans quinquennaux. Il y a quelques jours est sorti le 14e plan quinquennal qui va couvrir la période 2021-2025, mais aussi l'économie chinoise est supervisée par la commission, la NDRC, la National Development Reform Commission, qui est l'équivalent du plan, mais qui est très très influente en Chine, beaucoup plus que la commission revigorée et présidée par François Bayrou récemment en France. Ça n'a rien à voir avec les institutions du plan que l'on peut connaître en Europe. En Chine, c'est une institution très très précise qui met un certain nombre de documents de planification, outre le plan quinquennal dont on vient de parler. Il y a aussi le plan Made in China 2025 qui identifie les industries d'avenir dans lesquelles
vers lesquels la Chine devait investir, mais aussi le plan de citoyennisation 2035 et beaucoup d'autres plans qui régissent l'économie. De nombreux secteurs ne sont pas ouverts, comme vous savez, les secteurs considérés comme stratégiques par la Chine, et ça reste un marché qui est relativement difficile d'accès dans les secteurs considérés comme stratégiques, et notamment dans les secteurs où la Chine commence à développer ses propres champions. Je pense dans le secteur pharmaceutique, le secteur énergétique, mais aussi énergie renouvelable, qui est déjà consolidé en Chine, le secteur des nouvelles technologies, bien sûr, dans le cadre des tensions renforcées avec les États-Unis, etc. Ça, c'est quelques exemples. Mon livre et mon approche n'est pas économique au sens strict, mais pour vous montrer en tout cas que le poids du parti dans l'économie s'est renforcé, mais pas uniquement dans l'économie. Finalement, dans toutes les sphères du parti, et les constats dressés, en fait, s'intéressent à la fois donc au rôle du parti dans l'économie, mais aussi aux méthodes de propagande qui demeurent d'héritage soviétique et maoïste et qui se sont renforcées sous Xi Jinping, les méthodes de contrôle aussi des cadres du parti et aujourd'hui de l'ensemble de la fonction publique, sans faire de misérabilisme et rentrer dans l'analyse d'opinion. Pour être très factuel, Xi Jinping a renforcé renforcé l'usage des séances de critique et d'autocritique entre camarades dans les institutions. Ça peut être les ministères, l'organisation du plan dont on a mentionné, les centres de recherche affiliés au ministère, la police, la justice, etc. Avec un climat assez particulier aussi d'apprentissage des paroles de Xi Jinping par cœur. Par exemple, il existe une application pour smartphone qui s'appelle Xuexi, étudier Xi, et qui est quasiment obligatoire dans un grand nombre d'institutions publiques en Chine et qui doit attester de la bonne connaissance des discours de Xi Jinping et des paroles de Xi Jinping par les camarades qui utilisent cette application, et cela donne lieu à un classement avec des notes. Ça s'adresse à des personnes, des professionnels qui ne sont pas des étudiants, qui ont 40, 50, 60 ans. C'est pour vous donner aussi un peu un état des lieux aussi du contrôle de l'élite du parti, de la fonction publique aujourd'hui en Chine, et l'influence ou la résurgence de certaines méthodes, méthode de critique et d'autocritique ou de surveillance mutuelle qui était déjà présente sous Mao. Alors, il ne faut pas faire de parallèle hâtif, nous ne sommes pas aujourd'hui au temps de la révolution culturelle, mais certaines méthodes, oui, sont d'héritage maoïste et héritées de cette période de la révolution culturelle. Et d'ailleurs, en Chine, on a entendu également des échos de la génération qui elle-même a souffert de la révolution culturelle et voit une résurgence de certaines pratiques. Tout cela se fait sous couvert de campagnes anticorruption assez massives. Et pour revenir à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, son arrivée ça avait suscité toutes les hypothèses. Certains se disaient peut-être qu'il va ouvrir encore davantage la Chine, d'autres ne savaient. Enfin voilà, on avait du mal à anticiper la direction qu'allait prendre son mandat au départ, dû principalement à l'opacité qui entoure à la fois le parti, mais aussi la personne de Xi Jinping lors de son arrivée au pouvoir. Et il a lancé une vaste campagne anticorruption, mais on s'est souvent dit en tant qu'analyste, c'est courant. Hu Jintao l'avait fait, cela avait duré 2 ans. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est 9 ans plus tard et cette campagne a toujours lieu, est toujours mise en place de manière très stricte et virulente sous l'égide de la CCDI, la Commission pour la discipline et l'inspection, la Commission centrale pour la discipline et l'inspection, qui est très puissante et qui continue à ce qu'elle appelle chasser les tigres et les mouches, c'est-à-dire punir progressivement à la fois des fonctionnaires de tout rang, donc l'agent de la circulation jusqu'au ministre, dans un climat qui finalement fait très peur à la fonction publique et à l'élite du parti. Nous sommes un climat particulier où Xi Jinping a définitivement renforcé son pouvoir. Il a aussi amendé la Constitution en 2018 oui, pour mettre fin à la durée du mandat présidentiel. Je ne vais pas développer tant spécifiquement sa figure de Xi Jinping, mais plus sur justement le renforcement du parti sous sa direction. Et outre donc les méthodes de critique et d'autocritique, outre le renforcement du parti dans l'économie, on note aussi un renforcement du rôle du parti dans les médias, rôle du parti qui était déjà très fort, mais aussi rôle du parti dans l'art et la recherche. Enfin, l'art et le monde intellectuel, mais aussi les universités et la recherche. Comme on est dans un monde
comme on est ensemble, on va dire, dans un contexte post-universitaire, mais quand même, quelques exemples. Vous savez qu'en Chine, les départements d'université sont bicéphales, c'est-à-dire qu'il y a une direction scientifique et une direction politique. Cette direction bicéphale existait déjà avant Xi Jinping au pouvoir, mais la hiérarchie s'est renforcée, c'est-à-dire que le politique vraiment supervise le scientifique, par exemple, pour vous donner des illustrations. Si vous êtes chercheur et que chercheur chinois, vous organisez une conférence internationale, il va falloir soumettre au préalable à la direction politique, à la représentation du parti au sein de votre département, le programme de la conférence, les invités, chaque élément devra être validé et beaucoup sont annulés ou censurés. De même pour les listes de lecture, puisque au début de son mandat, le ministère de l'Éducation, le mandat de Xi Jinping, le ministère de l'Éducation a indiqué qu'il fallait finalement privilégier les références bibliographiques chinoises et se détourner des références occidentales. Et si vous incluez des références occidentales dans votre cours du champ des sciences sociales, il va falloir que ces références soient validées et souvent elles ne le sont pas. Donc ça, c'est quelques exemples qui indiquent aussi que le parti, oui, vraiment façonne le monde de la recherche en sciences sociales aujourd'hui. Au-delà aussi le monde des think tanks que je connais mieux, puisque moi-même travaille dans un think tank européen, on a eu la chance pendant longtemps d'échanger avec des think tanks chinois, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais on voit vraiment que le champ de la recherche se rétrécit et que la communication est beaucoup plus contrôlée, les interactions internationales aussi. L'art, j'en parlais tout à l'heure, j'en parlais brièvement, parce qu'on pourrait vraiment parler de chaque champ de renforcement du parti dans chaque champ cité, mais l'art, en 2 mots, Xi Jinping a insisté sur le fait que artistes et intellectuels devaient chanter les louanges du parti, que c'était leur mission, et qu'ils devaient se rapprocher du peuple, être plus proche du peuple et ne pas hésiter à effectuer des séjours à la campagne pour comprendre les attentes du peuple notamment. Et à l'occasion des 100 ans du parti, auquel Jean-Sébastien faisait référence en introduction, donc c'est une année, là, 2021, c'est le centenaire, toute l'année, en fait c'est surtout en juillet, mais toute l'annêtre va être une célébration du Parti communiste, donc de la création du parti centenaire. À cette occasion, Xi Jinping a commandé une centaine d'œuvres diverses, musicales, de création aussi de documentaires, d'expositions, etc. Une centaine d'œuvres à la gloire du parti. Donc on voit vraiment aussi qu'il y a une mobilisation des forces créatives du pays au service du parti. Alors pas de toutes, il y a encore des marges d'expression possibles, mais vraiment, aux yeux du parti, l'art pour l'art n'existe pas. Comme sous l'URSS, l'art doit être utile, l'art doit être l'art populaire, proche du peuple, au service du parti. L'art est vu comme un outil politique plus que jamais. La religion, de même, quelles que soient les religions, alors on parle beaucoup et probablement à juste titre compte tenu de développement des faits, mais du Xinjiang, mais quelles que soient les religions, la religion catholique, mais aussi les religions traditionnelles chinoises, ou les croyances, le bouddhisme, taoïsme, confucianisme, l'ensemble des religions en Chine aujourd'hui est recadré de manière assez stricte et assez sévère. On a quelques images en tête, le retrait des croix des églises dans une partie des provinces du sud du pays, l'interdiction pour la communauté, même la petite communauté juive chinoise de pratiquer les fêtes, la ranisation de la communauté ouïghour par différents biais, y compris les camps de travail forcé. Donc on a beaucoup d'éléments aussi qui indiquent que selon le parti, en fait, la religion doit être vraiment supervisée, contrôlée, et cela encore plus que sous Hu Jintao. Parce que, tout d'abord, comme vous le savez, on ne peut pas être à la fois membre du parti et croire en une religion, parce que pour Xi Jinping et pour l'élite du parti, on peut pas avoir la double foi, vous voyez. On ne peut pas être à la fois catholique et musulman, on ne peut pas être à la fois marxiste et catholique, c'est-à-dire que si on est marxiste, on l'est, et la pureté idéologique doit se matérialiser par une croyance unique et entière. Et ça, c'est intéressant à noter, parce que le parti, c'est quand même 90 millions de membres, plus de 2 millions par an en moyenne recrutés chaque année. Et même si dans les faits, certains
pratique une religion, cela est interdit par le parti et l'est davantage maintenant qu'auparavant, dans une approche très stricte de la religion qui est d'héritage soviétique très clairement. Donc ça, j'essaye d'être aussi factuel que possible pour vous donner des éléments de présence du parti dans la société chinoise. En fait, le parti est omniprésent, hein, et on l'a vu avec le Covid, il est présent bon, dans l'économie bien sûr, mais il est présent dans les hôpitaux, il y a souvent donc, une direction, il y a toujours une direction du parti dans les hôpitaux qui surveille les chiffres, qui aussi filtre les informations qui sortent des hôpitaux. Présente dans les universités, on a parlé, dans les écoles, dans les think tanks, mais aussi dans les comités de quartier ou les comités de résidents qui existent toujours en Chine continentale, pour à la fois diffuser les informations, les slogans du parti, des tracts, des informations gouvernementales, mais aussi surveiller et on va dire absorber des informations locales en fonction du comportement de certains résidents. Donc on a vraiment un maillage géographique très dense du parti sur le territoire chinois. Le parti, c'est plus de 4 millions de cellules locales. Et le chiffre en constante augmentation. Ça, c'est que les cellules très très locales, hein, au niveau des résidences, etc. Et c'est à la fois une omniprésence au niveau local, mais aussi une omniprésence sur le processus de décision, puisque le parti est au-dessus des ministères en Chine, hein, par exemple dans le processus de décision de politique étrangère, qui est le champ que je connais mieux. Le parti est largement au-dessus du ministère des Affaires étrangères. Là, vous pourrez me dire, vous pourrez comparer en France avec le pouvoir de l'Élysée, des conseillers, de la cellule diplomatique, mais là, la hiérarchie est beaucoup plus forte en Chine. Hein. On n'est pas du tout dans cet ordre de grandeur. Hein. En Chine, le ministère des Affaires étrangères est un exécutant au service du parti. On le voit aussi dans les interactions qu'on peut avoir en Chine, même de manière très strictement officielle. Par exemple, le bureau de liaison internationale du parti est une institution très influente, qui est beaucoup plus précise et on va dire tranchée dans sa communication que le ministère, qui doit avoir l'autorisation d'utiliser certains éléments de langage avant de s'exprimer. Voilà, donc c'était quelques exemples très généraux pour vous donner un aperçu de l'évolution de la situation politique intérieure en Chine, et qui, je pense, complète aussi l'éclairage donné par Jean-Sébastien sur Hong Kong. Au départ, on pourrait encore développer, hein, il y avait 10 constats, je ne vais pas tous les énumérer, mais on pourrait aussi parler des symboles communistes et maoïstes qui sont toujours présents au quotidien en Chine, hein, le marteau et la faucille, mais aussi les statues de Mao dans les universités, les chants patriotiques maoïstes, etc. Mais je ne vais pas développer. L'intérêt aussi, je pense, de cet échange, c'était de comprendre les conséquences géopolitiques de ce renouveau idéologique en Chine. Tout à l'heure, je soulignais que Xi Jinping considère que le socialisme est supérieur au capitalisme, et il ajoute qu'il croit en la victoire ultime du socialisme sur le capitalisme. Dans mon analyse, je considère qu'il faut prendre au sérieux ce type de discours. On l'entend peu à l'étranger, parce que la Chine a adouci, notamment avec l'aide d'agences de communication, son discours international. Par exemple, à Davos, lors du discours de 2017 ou celui plus récent de 2020, Xi Jinping parle d'une Chine garante du multilatéralisme, du libre-échange, qui soutient la mondialisation et les grandes tendances du commerce international, mais en réalité, je ne nie pas cette communication, qui est à la fois une communication diplomatique relativement consensuelle, mais lorsque l'on regarde la communication interne, notamment face au comité central, on n'est pas du tout dans la même dynamique. C'est-à-dire que la dimension idéologique est très forte. Xi Jinping ne va pas parler de supériorité, bien sûr, du socialisme sur le capitalisme à Davos, mais il le répète face aux cadres les plus influents du parti, il le répète fréquemment. Donc ça, c'est un point intéressant à noter, parce que de mon point de vue, en lisant, une partie de mon travail était vraiment de lire des déclarations, notamment internes, celles auxquelles on a accès de Xi Jinping et des cadres du parti, et de relever vraiment cette dimension idéologique forte. Et encore une fois, moi, je fais le parti pris de la prendre au sérieux, parce que, ayant échangé avec l'école du parti, ayant échangé avec la NDRC, les think tanks chinois, etc., il y a quand même une formation idéologique en Chine qui est forte, qui ne doit pas être sous-estimée, d'autant qu'elle est revigorée
aujourd'hui en Chine sous Xi Jinping, parce que Xi Jinping se considère comme un grand penseur marxiste qui a la charge justement du renouveau de cette pensée marxiste, mais aussi qui a la charge de prouver au monde que le socialisme n'a pas disparu et qu'il est efficace. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'URSS s'est effondré, c'est un contre-exemple pour la Chine, mais que l'effondrement de l'URSS ne marque pas la fin du socialisme et du communisme dans le monde, au contraire. La Chine va prouver justement le contraire par ses résultats et à terme promouvoir son système de gouvernance. Et c'est là qu'on arrive aux conséquences géopolitiques, la dimension idéologique qui cadre le discours chinois, mais aussi qui cadre le rapport de la Chine aux États-Unis, avec aussi une part de ressentiment qu'il ne faut pas sous-estimer, puisque les références aux guerres de l'opium sont fréquentes, même si ça ne s'applique pas directement aux États-Unis, mais le ressentiment anti-occidental au sens large est fréquent, avec une perception générale et parfois un discours qu'on entend très précisément en Chine, qui est de dire pendant trop longtemps la Chine s'est fait humilier par l'Occident. Il est temps maintenant non seulement qu'elle ne reçoive plus de leçons de l'Occident, mais qu'elle n'hésite plus à en donner, ou en tout cas à promouvoir son modèle de gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une compétition d'influence pragmatique et strictement réaliste. On est en partie dans ça, dans la rivalité sino-américaine et même sino-européenne, sur le plan commercial, technologique, mais aussi la dimension conceptuelle, idéologique est à prendre en compte parce qu'on la note et qu'elle se matérialise de plusieurs manières. Tout d'abord, on parlait du discours, mais il est important, la Chine aujourd'hui promeut son modèle de gouvernance face à certains pays, notamment les pays du Sud. C'est-à-dire que si cette promotion idéologique n'est pas perçue toujours en Europe, c'est parce que nous ne sommes pas les cibles premières de la promotion du système de gouvernance chinois. Les premières cibles sont les pays dits en développement ou du Sud, auxquels, par exemple, la Chine offre des programmes de formation assez hauts fonctionnaires, pour pouvoir apprendre de l'exemple chinois. Alors la Chine n'utilise pas le terme de modèle chinois parce qu'elle considère que ce serait contre-productif en termes de marketing, en termes de soft power, si l'on pourrait dire. Elle utilise le terme de solution chinoise pour le monde ou d'exemple chinois pour le monde ou pour les pays concernés. Concrètement, la Chine, à travers ses programmes de formation, explique comment gérer les tensions ethniques dans le pays sur le modèle du Xinjiang, ou comment, par exemple, développer les smart cities, ou en tout cas l'utilisation de technologies en milieu urbain selon son modèle en Chine continentale. Ça passe par le renforcement des systèmes de vidéosurveillance Huawei, par exemple, l'utilisation, mais ça pourrait passer à terme demain par la promotion du système de crédit social qui est actuellement développé en Chine. Donc il y a une dimension qui indique vraiment la volonté de promotion d'un modèle, pas uniquement au niveau théorique, conceptuel très large, mais au niveau concret, très spécifique, qui passe par la promotion de politiques publiques économiques particulières. Et par exemple, la Chine promeut la création de zones économiques spéciales telles qu'elles sont multipliées sur le territoire chinois, mais aussi avec un contrôle de l'État assez fort, que ce soit par exemple en Éthiopie ou dans une partie du Maghreb. Donc il y a cette promotion qui est réelle. Alors est-ce que la Chine arrivera à vraiment promouvoir son modèle? Difficile de le dire parce que la compétition est lancée et est en cours. Mais de mon point de vue, il ne faut pas sous-estimer en tout cas la vitalité de l'activisme diplomatique chinois. On pourrait parler du Covid. Certes, si on parle de la diplomatie vaccinale, bon là on passe un peu du coq à l'âne, mais pour vous donner un exemple, même si le vaccin chinois est statistiquement moins efficace que les vaccins Pfizer, AstraZeneca, même Sputnik, etc. La Chine a quand même réussi à diffuser son vaccin, en tout cas ce que son vaccin soit commandé dans plus d'une quinzaine de pays, dont certains pays européens, dont la Hongrie ou la République tchèque. Donc elle a une offre à proposer, une offre vaccinale, une offre en termes d'équipement, de protection médicale, une offre de tests, puisqu'il y a eu des dons et des envois de masques aussi, mais elle a aussi une offre technologique à proposer. Par exemple, comme vous savez, l'offre de télécommunications 5G est aujourd'hui relativement compétitive, notamment, en tout cas elle est perçue comme telle par Washington, mais la Chine aussi a effectué des dons et des ventes de matériel, d'outils technologiques dans le cadre pour lutter contre le Covid, par exemple, avec des dons
de systèmes de vidéoconférence à des gouvernements, tels que par exemple le gouvernement pakistanais, pour pouvoir effectuer justement des réunions bilatérales de lutte contre le Covid avec la Chine, mais aussi ces infrastructures et ces systèmes de vidéoconférence pour être utilisés par le gouvernement pakistanais pour d'autres usages à terme. Elle a également, par exemple, envoyé des systèmes de caméras thermiques au Liban, les hôpitaux libanais ou philippins qui ont été accueillis avec remerciement. Et de même, la Chine a également envoyé des drones DJI qui sont très compétents, des drones qui ont aussi des fonctions d'analyse de la température et de vidéosurveillance. Donc, la Chine aujourd'hui a une offre à proposer. Déjà, c'est l'offre économique, en termes d'investissement, deuxième puissance économique mondiale. Elle a une offre technologique, une offre politique, selon elle. Et cette offre est reçue de manière extrêmement hétérogène à travers le monde. De plus en plus, la Chine agace, notamment dans certains pays européens. La diplomatie chinoise a clairement agacé le ministère des Affaires étrangères français récemment, il y a quelques mois, notamment en juin dernier et en avril dernier, lorsque l'ambassade de Chine, par exemple, publiait des billets critiques sur la gestion française du Covid dans les EHPAD, qui avait donné lieu à une convocation de l'ambassadeur de Chine en France par Jean-Yves Le Drian. Mais aussi, on a noté un agacement au niveau de l'Union européenne, notamment sur la propagande ou la stratégie de communication qui a entouré la diplomatie chinoise des masques, de l'assistance à destination d'Italie. Donc, on voit vraiment aussi une réception très hétérogène avec à la fois des pays qui se détournent de l'offre chinoise, et bien sûr en premier lieu les États-Unis avec l'offre technologique chinoise qui recule dans certains marchés. Par exemple, la 5G de Huawei perd des parts de marché largement face à la décision politique en Australie, au Canada, aux États-Unis, dans une partie de l'Europe notamment. Mais dans d'autres marchés, la Chine continue à gagner du terrain et à promouvoir ses œuvres avec un relatif succès de différentes manières, à la fois dû à un grand activisme diplomatique, à une stratégie de communication parfois affûtée, mais aussi à une compétitivité en termes d'innovation et de coûts de production. Donc c'est intéressant, je pense, de prendre en compte cette dichotomie, parce qu'elle est émergente, elle continue à se développer, et c'est une nuance qui, à mon avis, doit être maintenue dans l'analyse, parce qu'on ne la voit pas uniquement au niveau bilatéral, mais aussi au niveau multilatéral. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé des Nations Unies, avec des groupes de pays qui se posent différemment face à des dossiers considérés d'intérêt fondamental par la Chine, comme Hong Kong ou le Xinjiang, avec des groupes de pays qui, d'une part, soutiennent la Chine, d'autres sont concernés par les positions chinoises et essayent de faire changer les choses vers plus d'ouverture. Donc on a vraiment une dichotomie qui est forte, mais le livre aussi, en termes de politique étrangère, sur les conséquences géopolitiques, revient sur l'hypothèse que la Chine serait isolée dans le monde. C'est une hypothèse qu'on utilise, qu'on entend souvent. La Chine serait isolée parce que elle n'a pas signé de traité d'alliance, c'est vrai, historiquement, hormis avec la Corée du Nord, mais c'est un traité historique qui a finalement peu de poids, même si le rapprochement entre Pyongyang et Pékin existe. Elle n'a pas signé de traité d'alliance, elle ne souhaite pas en signer demain ou après-demain ou dans les prochaines années. Elle est officiellement contre les alliances, elle considère que c'est un concept obsolète, dépassé, qui coûte cher, qui est plein d'obligations, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation de soutenir un pays qui entrerait en guerre dans une région éloignée de la Chine, donc de soutenir finalement les bêtises ou les débordements de certains pays, d'engager des forces dans des théâtres d'opérations excentrés, etc. Mais la Chine a une autre stratégie qui doit être soulignée, c'est l'élargissement de son cercle d'amis. Ça, c'est un terme de Xi Jinping, c'est-à-dire que la Chine cherche à fédérer autour d'elle par différents biais. On l'a vu aux Nations Unies sur le Xinjiang ou Hong Kong, mais aussi à fédérer par son offre technologique, mais aussi fédérer par son offre en termes de modèle de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a des pays sur lesquels elle peut compter, dans leur vote aux Nations Unies, mais compter aussi pour accueillir ou pour considérer l'offre technologique chinoise, par exemple. Et un pays qui doit être pris en compte dans la relation avec la Chine, je pense, aujourd'hui, notamment pour remettre en cause l'hypothèse de l'isolement, c'est la Russie. Clairement, la Chine et la Russie se sont rapprochées fortement
depuis 2014. Hein. À l'époque, on avait dit que c'était un mariage d'intérêt, que la Russie, voilà, dans cette période de crise de Crimée et de sanctions, n'avait d'autre choix que de se tourner vers l'Est, ce qu'elle a fait hein, de facto pour trouver les débouchés pour son gaz et ses partenariats économiques et survivre dans ce contexte de sanctions. Elle l'a fait, mais à l'époque, on disait que c'était qu'un mariage d'intérêt, pragmatisme, que Chine et Russie ne partageaient pas certains objectifs internationaux, il n'y avait pas de convergence idéologique. Aujourd'hui, je pense qu'on peut analyser le contraire, c'est-à-dire que le renforcement n'est pas qu'économique ou énergétique. On a noté un renforcement en termes de coopération militaire, hein, puisque la Chine et la Russie ont multiplié les exercices militaires conjoints depuis 2014 en mer Baltique, en mer Méditerranée, en mer de Chine du Sud, en Asie centrale notamment. Les deux pays se rapprochent d'un point de vue technologique avec une Russie qui a accepté qu'une partie de son réseau 5G soit développée par Huawei, avec aussi des coopérations scientifiques et technologiques pour développer ensemble des technologies à usage militaire, telles que, par exemple, le système antimissile développé conjointement depuis plusieurs années. Il y a aussi une coopération spatiale qui se développe avec des annonces encore aujourd'hui sur une coopération dans l'exploration de la Lune. Donc on a vraiment, quel que soit l'angle, un rapprochement Chine-Russie qui, à mon avis, est solide et ne doit pas être sous-estimé et remet en cause la théorie de l'isolement de la Chine. Et surtout ce rapprochement, alors on ne dirait pas idéologique parce que la Russie d'aujourd'hui ne défend pas la cause marxiste, ne parle pas de l'idéal communiste chinois, hein, loin s'en faut, mais par contre, un ressentiment anti-occidental est partagé au niveau des dirigeants, hein, je ne parlerai pas de la population, mais des dirigeants, un ressentiment anti-occidental qui se matérialise aussi par un fort activisme aux Nations Unies et une volonté de restructurer la gouvernance mondiale dans une direction qui soit post-occidentale, ou en tout cas où États-Unis et Europe ne seraient plus en mesure de façonner les règles du système international. Alors bien sûr, c'est du wishful thinking, mais en tout cas, cette volonté est claire des deux pays. Et on voit progressivement que Russie et Chine vraiment coordonnent leurs positions dans les grandes instances multilatérales ces dernières années. Voilà, donc ça fait beaucoup déjà de points. Je suis désolée de ce long monologue, mais comme je ne vous vois pas, j'ai essayé de partager avec vous autant de points que possible, mais il y aura encore beaucoup de choses à dire, et j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ce que je vous propose de faire, si ça vous convient, c'est de jeter un œil sur les questions-réponses à côté, ou si Polo souhaite en poser quelques-unes, ou je peux alterner comme vous le souhaitez. Oui, merci Alice. Il y a effectivement toute une série de questions. Moi, franchement, j'aimerais peut-être à la suite de ce que vous venez de dire, poser une qui est peut-être plus simple, qui est par rapport au comment la classe moyenne chinoise voit le durcissement du régime politique en Chine. Alors, il faut bien comprendre que la classe moyenne chinoise n'a pas grand-chose à voir avec la classe moyenne française ou la classe moyenne indienne. Par exemple, la classe moyenne chinoise a émergé grâce au parti. Hein. Beaucoup des membres de la classe moyenne chinoise, en tout cas des parents, alors ça dépend de la génération, hein, mais dans les années 80-90, comme vous savez, beaucoup d'anciens fonctionnaires se sont jetés à la mer, comme on dit en chinois, c'est-à-dire se sont lancés dans l'entrepreneuriat grâce aussi à leurs liens antécédents avec les entreprises d'État et le parti. Et donc ces liens, souvent, sont toujours existants. Et depuis que Jiang Zemin a autorisé les entrepreneurs à être membres du parti, beaucoup de ce qu'on appelle la classe moyenne chinoise a profité en fait de ces liens. Elle s'est développée grâce au parti. En général, c'est pas développée en opposition au parti. Alors ça, c'est une question de génération. Maintenant, on a deuxième génération, troisième génération de classe moyenne dans les années 80, 90, 2000. Mais la question vraiment, c'est une question de perception. C'est aussi une question aussi de génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vraiment la croissance ralentit. Enfin, là je parle avant le Covid, hein, la croissance ralentissait, elle reste forte selon les chiffres officiels, mais plus une croissance à 2 chiffres. Donc ce ralentissement est ressenti par une partie de la classe moyenne qui bénéficie moins en effet
du contexte économique et politique actuel qu'auparavant. Donc, ce changement de perception peut, bien sûr, susciter des critiques et un certain questionnement, mais j'aurais tendance à dire, souvent on pense que l'émergence d'une classe moyenne en Chine va remettre en cause le système politique actuel. Il faut penser que quand même beaucoup, en tout cas, les personnes aujourd'hui, les zones de ressentiment les plus fortes, comme je les vois, alors c'était avant la campagne anticorruption, c'était en partie au niveau des travailleurs migrants et de la campagne. Encore une fois, c'est très difficile d'identifier des tendances d'opinion en Chine compte tenu du manque de journalisme ouvert côté chinois et de tendances d'opinion transparentes, mais on le ressent dans une partie de la population et on le ressent aussi aujourd'hui sous Xi Jinping au sein du parti. C'est-à-dire que beaucoup de cadres, notamment les cadres dont j'ai parlé, qui font face à des séances de critique et d'autocritique entre collègues, qui ont peur de la campagne anticorruption de la CCDI, eux-mêmes ne sont pas satisfaits de la trajectoire prise par Xi Jinping. Mais ce ressentiment ne s'exprime pas parce que le contexte est très risqué, que la surveillance mutuelle est de mise, à la fois surveillance humaine, mais aussi la surveillance technologique. Mais pour revenir à votre question, la classe moyenne, lorsqu'elle s'est exprimée ces 10 dernières années, elle s'exprimait souvent sur des questions qui n'étaient pas fondamentalement politiques, mais qui étaient politiques de manière détournée. Par exemple, la question climatique et notamment de la construction d'usines polluantes à proximité de leur résidence, par exemple. Cela avait donné des mobilisations dans les années 2010-2012 sur Internet, des fortes mobilisations et même des mobilisations dans la rue. Donc on a une classe moyenne chinoise qui parfois se comporte, donne des éléments de société civile, même si la société civile chinoise n'existe pas en tant que telle, dans le sens où les ONG sont toutes affiliées au parti. Comme vous le savez, on ne peut pas créer une ONG qui n'est pas affiliée au parti en Chine aujourd'hui. Très vite, il faut l'enregistrer et cet enregistrement va amener à une gestion des comptes de l'ONG. Donc, ces exemples pour vous dire que je ne pense pas que la théorie de la classe moyenne émergente qui remet en cause le système politique est une hypothèse qui est applicable dans le cas de la Chine, pas pour des raisons culturelles, mais pour des raisons politiques et finalement presque historiques de formation de la classe moyenne chinoise. Là, c'était pour la classe moyenne qui a aujourd'hui 60 ans, 50-60 ans. Après, la question se pose de la différence de génération. Et en effet, on note un écart entre la culture du parti et la culture de certains jeunes Chinois issus de la classe moyenne. Quand le parti appelle à la fin de la consommation ostentatoire, et l'objectif doit être la prospérité modérée et pas la prospérité bling bling, ça rentre en contradiction avec certaines pratiques de communication, pratiques de consommation en Chine. Mais quand même, aujourd'hui, il faut rappeler que beaucoup de jeunes Chinois restent attirés par le parti. Pas forcément pour des raisons idéologiques, même si certains le sont, mais aussi pour des raisons pragmatiques de carrière, de possibilités d'emploi. C'est le cas, par exemple, pour la fonction publique, c'est le cas pour la recherche. C'est le cas dans un grand nombre de secteurs. Donc, l'omniprésence du parti, quand même, happe aussi beaucoup de membres de la classe moyenne, parce qu'il faut rappeler que le parti aussi distingue les méritants dans toutes les classes sociales. C'est-à-dire, si vous vous distinguez par vos résultats universitaires en Chine, assez rapidement, on vous proposera l'accès au parti en tant que membre. Et donc, parfois, les meilleurs éléments sont happés aussi par un système politique qui les distingue et qui parfois aussi leur apporte intérêt et avantages non négligeables. Merci Alice. Bon, juste pour rappeler que vous pouvez, pour prendre la parole, cliquer sur votre nom et puis lever la main. Donc, comme Stéphane a écrit ici, donc cliquez sur votre nom, définir le statut, puis lever la main. Et comme ça, vous pouvez poser la question directe. Marc, il y avait là. Charles qui avait justement cliqué sur le statut pour poser une question. Oui, bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, parfait, en plus on me voit, super.
Tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé, c'était très intéressant. Et j'avais pas encore vu ce rapprochement avec la Russie. Mais ma question, c'est que vous avez expliqué qu'il y avait un certain rapprochement avec les pays du Sud. On l'a vu par exemple en Afrique, si j'ai mon souvenir. Il y a des constructions de zones portuaires, etc., qui ont été à moitié financées par la Chine, puis à crédit. Et ensuite, la Chine a racheté les crédits pour à la fin se retrouver avec toute la zone portuaire installée en plein milieu d'un pays qui n'est pas le leur. Mais je voulais savoir si ces formations, qui est un peu une formation à la maîtrise de la population, est-ce que vous pensez que ça va marcher sur une population qui n'est pas une population chinoise, du coup, qui est peut-être plus réticente à un nombre aussi élevé de lois et, Alors Alice s'est déconnectée, s'est reconnectée, donc il faut juste attendre 10 secondes où elle ait de nouveau la parole. Le micro activé. Elle a été coupée par le Parti communiste chinois. Non, ça a sauté. C'est qu'ils sont très forts. Je ne partagerai pas la blague habituelle, même si c'est. Non, je pense que c'est un problème. Je sais pas. En fait, tout d'un coup, la fenêtre s'est fermée. En tout cas, vous m'entendez bien. Moi, je ne me vois plus, mais vous me voyez peut-être, non? Oui, je l'entends, mais on ne voit pas. Je l'entends. Entendons très bien. Attendez. Alors, vous ne me voyez pas. Attendez. Ah, voilà. On va essayer. Attendez. Voilà. Voilà, on voit. Voilà. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ça a sauté. Donc, du coup, j'ai entendu que la fin de votre question. Je suis désolée. Ah, bon. Je vais essayer de faire rapide alors. Juste pour vous remercier pour cet exposé. Et ensuite, j'avais une question par rapport aux pays qu'on qualifie du Sud. Par rapport en Afrique, surtout, on a vu des zones portuaires construites à crédit, puis rachetées par la Chine. Et est-ce que vous pensez que, par contre, en allant au niveau des formations sur le contrôle de la population, est-ce que ces formations vont être finalement utiles parce que est-ce que les populations locales sont tout aussi faciles à gérer, j'ai envie de dire, que la population chinoise? Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles? Ouais, quand vous voulez dire formation contrôle de la population, vous voulez dire quoi? Vous avez parlé au milieu de votre formation, au milieu de votre présentation, qu'il y avait des formations pour les têtes dirigeantes des États. Et donc, je présume que ces formations, c'est un peu un gros package sur comment gérer un État, comment gérer une population, une économie, etc. Mais il doit bien y avoir, étant donné que c'est fait par la Chine, il doit y avoir une partie contrôle de la population. En fait, ils ne le présentent pas comme tel, mais vous avez raison. En fait, c'est comment, par exemple, anticiper et éviter les mouvements sociaux, par exemple. Il y a des formations en substance qui s'intitulent ainsi. Donc, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces programmes de formation, ils sont validés par les gouvernements partenaires, ce n'est pas par la population. Hein, et ils sont enseignés à l'élite dirigeante ou à des bons fonctionnaires. Donc, même si la population, au sens large, s'opposerait à ce type de formation, elle n'aurait pas dédiée, elle est dédiée à souvent des systèmes politiques qui partagent un cadre autoritaire de nature différente de la Chine, mais où il y a quand même déjà, on va dire, les prémices d'un contrôle de la population. Vous voyez, en fait, donc les démocraties ne sont pas les cibles privilégiées de programmes de formation chinois, loin s'en faut. Et il existe, oui, souvent une différence de perception entre l'élite politique d'un pays et la population. D'ailleurs, c'est le cas de la Russie. Hein, le rapprochement entre Vladimir Poutine est évident donc, au niveau des dirigeants. Quand on échange avec la population russe ou même des chercheurs russes, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de la Chine pour des raisons historiques, voire culturelles. Oui, il y a cette dichotomie, cette nuance qui doit être prise en compte. Après, sur les zones portuaires, je ne sais pas, il faudrait voir quel pays. Hein, alors, après, il y a eu aussi le cas de la base militaire de Djibouti, dont on n'a pas parlé, mais la Chine aussi cherche à étendre ses forces de projection parce qu'elles sont jusqu'à présent relativement limitées. Mais il y a le cas du Sri Lanka. Alors là, on n'est pas en Afrique, mais le cas du Sri Lanka est intéressant parce que dans le cas des nouvelles routes de la soie, le port d'Ambatota, en fait, le Sri Lanka, le gouvernement sri lankais s'est retrouvé endetté face à ce projet de port
très très important et qui n'a pas pu rembourser. Et là, en effet, le gouvernement a dû accorder une concession pour l'utilisation du port au gouvernement chinois. La question, c'est est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'était recherché par la Chine au départ? J'ai du mal à avoir une réponse tranchée à cela parce que le gouvernement chinois, même aujourd'hui, appelle ces entreprises de construction à réduire la voilure et à faire attention sur les risques d'endettement. C'est-à-dire que le fait que beaucoup de pays ne seront pas en mesure de payer des infrastructures développées ou de rembourser les prêts accordés à la Chine, par la Chine, pose aussi des questions pour les entreprises chinoises et le gouvernement chinois. Donc on a en tout cas une stratégie qui est affirmée de développer des infrastructures dans le cadre de nouvelle route de la soie, mais qui n'est pas forcément, en tout cas, qui ne s'avère pas mainmise générale sur toutes les infrastructures portuaires. En tout cas, dans certains pays, les risques pour les entreprises chinoises sont tels que le gouvernement chinois a ajusté le tir. Mais bien sûr, ce qui est intéressant de voir, on n'a pas beaucoup parlé des nouvelles routes de la soie, mais c'est ce projet en fait de nouvelles formes de mondialisation. C'est-à-dire que la Chine considère que les réseaux logistiques ont été trop longs. Voilà, enfin, on gagnerait à être ajustés, à être redessinés pour être davantage, voilà, pour soutenir davantage ses intérêts, pour soutenir ses exportations, et se détourner aussi de ce qu'on appelle le piège de Malacca, c'est-à-dire les voies maritimes qui finalement pourraient porter préjudice à ces exportations et une forme de dépendance vis-à-vis de certains pays. Donc la Chine cherche aussi à déployer, à développer son réseau portuaire par différents investissements qui passent par celui du port du Pirée, celui du port du Sri Lanka, beaucoup de réseaux portuaires de ports en Afrique pour créer un réseau qu'elle soit davantage en mesure de superviser. Et finalement, c'est à la fois le flot des marchandises que la Chine espère davantage pouvoir façonner, mais aussi celui des données. Et aussi des personnes en investissant aussi beaucoup dans les réseaux aériens. Donc on a là une volonté chinoise d'investir dans les axes de transport de manière massive. Mais bon, je m'éloigne de votre question, voilà. Mais, Non, mais c'était très complet. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Marc? Merci pour cet exposé tout à fait remarquable et vraiment très intéressant. Question rapide, comment les autorités chinoises envisagent-ils le problème du vieillissement de la population et ses conséquences politiques, économiques, voire géopolitiques? Oui, alors, parce que j'essaie de recouper votre question avec une autre question démographique que j'avais cru lire. Oui. Alors, ça doit être la vôtre si vous l'avez. Non, je ne l'avais pas écrit, j'étais fainé. De Laurent. Laurent Fink. Ah oui, Laurent Fink, je la vois. Comment la Chine Laurent, la question démographique? Est-ce que la politique... Excuse-moi, Laurent, je n'ai pas voulu te... Ah oui, mais les grands esprits se rejoignent. C'est à peu près... Voilà, en tout cas, il y a des éléments... Et Gary Mamon également, qui a posé une question à ce sujet-là. D'accord. On va essayer de le retrouver. Ah oui, Gary Mamon, ok. Super. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre sans frustrer personne. Et n'hésitez pas à me relancer si c'est le cas. Tout d'abord, comme vous le savez, la politique d'enfant unique a été rendue flexible, hein, avec la possibilité pour les enfants uniques, c'est-à-dire que si vous êtes enfant unique, marié à un enfant unique, vous pouvez avoir 2 enfants. Puis, de manière générale, il y a beaucoup d'exceptions, hein. Déjà, avant cette flexibilisation, il y a quelques années, il y a beaucoup d'exceptions à la politique d'enfant unique pour les foyers en milieu ruraux, pour les minorités ethniques. Il y a aussi la possibilité de payer une taxe, hein, pour avoir le droit d'avoir plusieurs enfants. Ça, c'était déjà avant la flexibilisation. Mais on voit avec cette flexibilisation mainstream, c'est-à-dire la possibilité pour les enfants uniques d'avoir 2 enfants, que beaucoup ne saisissent pas l'opportunité, en fait, hein. C'est-à-dire que malgré cette flexibilisation, il n'y a pas plus d'enfants naturellement voilà, qui naissent ces dernières années. Et donc, ça, c'est pour plusieurs raisons, hein. Faut bien se rappeler que même si voilà, il y a un taux de croissance important en Chine, que la plupart des foyers vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans en Chine, le coût d'un enfant est très cher en Chine aujourd'hui, notamment avec la privatisation du secteur scolaire et même ensuite universitaire. C'est très très cher si vous voulez donner une bonne éducation à votre enfant, de l'école primaire à l'université, et les frais de l'université sont très importants. Et donc,
voilà, beaucoup de parents préfèrent avoir un enfant qui suive une bonne éducation et capable voilà, de subvenir à ses besoins. Non seulement le coût d'un enfant est cher, mais souvent les parents qui sont des enfants uniques, qui ont grandi, doivent assurer seuls le vieillissement de leurs parents. Enfin, seuls puisqu'ils n'ont pas de frères et sœurs. Et ça, c'est très, très lourd parce que le système de retraite n'est pas encore complet en Chine. Hein, et les EHPAD, les équivalents d'EHPAD se développent, mais de manière, voilà, il y a toujours un système à 2 vitesses avec une privatisation et des maisons qui coûtent extrêmement cher. Enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais globalement, on a des enfants uniques qui ont grandi, qui sont souvent pris en étau entre des parents vieillissants et des enfants grandissants. Tout le monde coûte cher. Ils sont seuls pour essayer d'assurer voilà, toutes ces contraintes qui sont déjà difficiles à assurer quand on est plusieurs dans un système où la couverture et la sécurité sociale est plus développée. Donc tout ça pour vous dire que oui, la question du vieillissement est réelle. Enfin, c'est surtout de la baisse de la population active hein, qui est déjà constatée depuis plusieurs années. Alors, moi, je n'ai pas de réponse à ça et c'est difficile de voir comment le gouvernement perçoit ces évolutions. Bon, il croit beaucoup aussi en la modernisation, l'automatisation de certaines zones de production, hein, en considérant que à terme aussi, la baisse de la population migrante, qui elle aussi est réelle, devra être compensée par d'autres moyens, d'autres outils non humains. Mais aussi peut-être, et on verra si il y a encore un ajustement de la politique enfant unique pour vraiment créer des incentives, des avantages à avoir plusieurs enfants. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais en effet, c'est une réelle question avec une population qui vieillit rapidement. Alors, j'essaie de lire en même temps la question de Laurent. Dans quelle mesure, quel impact de cette politique sur les retraites? Oui, la question des retraites est une vraie question. Est-ce que le modèle de Xi Jinping est tenable de ce point de vue? D'autant que les retraites, vous savez, en Chine, on est retraité très, très, très tôt, notamment dans la fonction publique. Et l'espérance de vie s'allongeant, il y a vraiment un problème des retraites important. Et donc, oui, j'essaie de lire en même temps la question de Gary. Est-ce que ça main-d'œuvre? Ouais. En effet, vos questions sont intéressantes parce qu'on parle beaucoup des forces de la Chine et j'en ai beaucoup souligné dans l'intervention, mais il y a aussi des faiblesses très importantes. Moi, j'ai tendance à souligner les forces parce que je pense que dans l'analyse, parfois, on sous-estime un peu les capacités chinoises en termes d'innovation, en termes de résistance économique, aussi en termes d'intégration dans l'organisation multilatérale. Beaucoup ont été surpris par l'influence de la Chine à l'OMS, par exemple. Elle aurait pu être anticipée ces dernières années quand on voit l'activisme chinois dans l'organisation multilatérale. Donc, dans l'analyse, j'ai tendance à souligner ces forces pour ensuite revenir aux faiblesses qui sont nombreuses. Il y a les faiblesses démographiques, on vient d'en parler. Vous avez parlé aussi, vous parlez de la démotivation des scientifiques ayant séjourné en Occident. Ça, vous voulez parler, excusez-moi Gary, en fait, de la démotivation des scientifiques chinois qui seraient séjourné en Occident, qui seraient revenus en Voilà, Chine. donc voilà, moi je suis scientifique, donc je discute beaucoup avec des scientifiques chinois. Je vois il y en a beaucoup qui sont venus à l'Ouest et qui sont très forts. Et ils ont pris des rôles majeurs en Chine. Et d'autres préfèrent ne pas rentrer. Bon, il y a une fraction qui reste, il y a une fraction qui rentre. Et j'ai peur pour la Chine que ceux qui rentrent ou qui sont déjà rentrés vont commencer à se poser des questions sur ce durcissement. Et d'ailleurs, j'ai posé une autre question. Est-ce que ce durcissement a déjà commencé sous Hu Jintao, ou est-ce que c'est seulement sous Xi? Et bon, mais simplement, peut-être que la Chine décidera d'envoyer moins de jeunes scientifiques se former en Occident bientôt. Et s'ils le font, du coup, ils n'auront pas ce problème. Et ils sont tout à fait. En tout cas, je peux vous dire que la science chinoise est très bien fournie au niveau financier. Ils ont des moyens de calcul, par exemple, immenses, mais ils sont très créatifs. On voit que c'est une force montante. En tout cas, dans mon domaine, qui est l'astrophysique. Voilà. Merci pour votre témoignage, parce que ça conforte ce que je ressens dans différents domaines, et pas toujours avec des éléments de terrain. Mais réellement, moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités scientifiques d'innovation en Chine. Souvent, l'hypothèse est celle-ci de dire que compte tenu du système politique très cadré, très fermé, il n'y a pas la marge d'innovation. Enfin, la Chine n'est pas capable d'innover. Et puis souvent, on disait la Chine n'est que capable de copier-coller.
les transferts technologiques, etc. Moi, je pense que c'est très réducteur, voire simpliste, et c'est contre-productif en termes d'analyse, parce que comme vous le savez, comme vous l'avez souligné, Gary, beaucoup de scientifiques chinois aussi ont été formés à l'étranger, donc dans des très bonnes universités, avec des compétences aussi, aussi bonnes que d'autres scientifiques américains, européens, etc. Souvent, les conditions du retour en Chine sont très bonnes. Faut le souligner aussi. Alors, peut-être tout le monde ne rentre pas, mais il y a quand même une politique de rapatriation de cerveau qui est importante, avec des conditions financières attractives, notamment à Shenzhen, pour ce qui est la science appliquée. Et puis aussi, pas tout le monde, mais certains scientifiques, alors tout dépend des profils, mais qui sont patriotes et qui souhaitent mettre leurs connaissances et leur savoir au service du renouveau de la nation chinoise, qui est l'objectif de Xi Jinping. Mais en tout cas, vous avez souligné un point important, c'est vraiment, il faut noter l'investissement chinois en R&D, en recherche, et le budget très très important investi. Là, je cite de mémoire, mais il y a 5 jours, Xi Jinping a annoncé que les investissements gouvernementaux en R&D allaient augmenter de 7% par an. À vérifier, mais 7% par an sur les 5 prochaines années. En tout cas, un chiffre très très important, notamment tourné vers l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et d'autres technologies sur lequel la Chine se positionne déjà comme un des leaders mondiaux. Donc, vraiment, je pense qu'il faut pas souligner ces développements. À la fois les capacités de la Chine d'innover d'un point de vue des sciences dures, mais aussi de leur application dans les usages du quotidien. Par exemple, dans la technologie, on voit quand même une Chine qui intègre de plus en plus, à la fois au niveau politique et aussi au niveau productif, différentes technologies dans le fonctionnement de tous les jours. Et après, on pourrait même parler des applications. Récemment, la Chine a lancé il y a quelques années le yuan digital, la monnaie papier disparaît souvent par le paiement par smartphone. Les smart cities proposent des nouveaux services que l'on ne voit pas émerger en Europe pour l'instant pour différentes raisons. Mais je pense qu'il y a des faiblesses liées au système politique. En effet, certains champs, en fait, si dans certaines disciplines identifiées comme stratégiques pour la Chine, il va y avoir énormément d'argent. Dans d'autres qui sont identifiées comme inutiles par le parti, il n'y aura quasiment plus rien. Et même les chercheurs seront appelés à réorienter leur travail vers des secteurs considérés comme stratégiques par le parti. Donc, le parti pourrait rater des sujets émergents, mais pour les sujets qu'il identifie comme stratégiques et qui émergent réellement, oui, il y a une force de frappe incomparable aujourd'hui. Merci, Alice. Juste, Laurent, avant de poser votre question, Alice, donc, a priori, on devrait clôturer la session maintenant à 7h30, mais il y a beaucoup de questions. Laurent, il est avec la main levée aussi. Est-ce qu'on peut rester 15 minutes de plus? Je suis désolée, je dois partir dans 5 minutes, c'était pas du tout prévu, en fait, je dois partir pour des raisons personnelles. D'accord. Pour que je m'organise, mais je serais ravie de continuer la discussion différemment, où je peux vous donner mon adresse email, je sais pas, je suis désolée, je veux pas générer de frustration, mais Alors, je vais vous envoyer mon email déjà en chat et essayer de répondre aux questions. Oui, ça serait parfait. Mais si vous pouvez prendre la question de Laurent qui est là. Oui, moi, je ne connais pas bien le sujet, mais est-ce que Taïwan, est-ce que Hong Kong peut préfigurer ce qui pourrait se passer à Taïwan? Tout à fait. Tout à fait. Vous savez que c'est 2 sujets différents, parce que Hong Kong a été rétrocédé à la Chine. Taïwan est de facto indépendant, même s'il y a une opposition de point de vue entre Pékin et Taipei sur cette indépendance, bien sûr. Mais oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait du concept d'un pays de système. Et donc, c'est aussi le concept qui est employé par Pékin pour parler à Hong Kong, en disant nous vous proposons un pays de système à terme. Mais les Taïwanais regardent la situation à Hong Kong comme contre-exemple. Ils se disent si c'est ça un pays de système, on n'en veut certainement pas, parce que ça veut dire que ce sera un pays, un système 5 ans après notre signature. Et aussi, il faut bien penser qu'à Taïwan, il y a une différence de génération, c'est-à-dire que les jeunes Taïwanais sont plus Taïwanais que Chinois. Parce que vous vous souvenez que avec la guerre civile en 1949, beaucoup, et la victoire du Parti communiste chinois, beaucoup de l'élite de la République de Chine de l'époque, du Kuomintang, s'est réfugiés à Taïwan, et eux se considéraient comme Chinois.
Et encore, cette génération et descendants encore se considèrent souvent comme chinois. C'est différent des vagues de migration antérieures pour des migrations économiques de Chinois du sud du pays qui sont arrivés à Taïwan beaucoup plus tôt. Enfin, voilà, il y a des questions démographiques, mais avec le temps passant, même les deuxième, troisième générations de ces réfugiés du Kuomintang se sentent aujourd'hui plus taïwanais que chinois, parce que il y a une culture sociale, politique, des habitudes. Enfin voilà, ils sont taïwanais depuis plusieurs générations. Et donc le temps ne joue pas en la faveur de la Chine. En même temps, les tensions entre Pékin et Washington sont très fortes sur Taïwan. Et Xi Jinping a dit nous ne pouvons pas repousser le problème taïwanais d'une génération à l'autre, éternellement. Donc, combien dure une génération selon Xi Jinping? Est-ce que c'est 20 ans, 30 ans? Quel est le calendrier, en fait, parce que l'objectif reste la réunification, hein. On n'a pas en tête, mais différentes hypothèses. En ce moment, il y a beaucoup de scénarios qui sont posés dans les ministères de défense des États membres de l'Union européenne, le ministère des Affaires étrangères, sur les scénarios de tension à Taïwan. Et ils regardent aussi Hong Kong en se disant peut-être que l'outil ou l'arme législative pourrait être mise en place. Parce que Pékin, l'été dernier, a mis en place donc, cette nouvelle loi sur la sécurité nationale, qui touche Hong Kong. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ils pourraient décréter une loi qui toucherait Taïwan et qui mettrait en application de manière très stricte? Aujourd'hui, ça paraît irréaliste parce qu'il y aurait... Voilà, parce qu'il y a le Taiwan Relation Act, les États-Unis devraient défendre Taïwan par les armes, et puis la population n'accepterait pas, mais en cas de complicité, ou si les États-Unis étaient occupés sur différents théâtres d'opération. Enfin voilà, cette option juridique à prendre en compte, et puis aussi l'option militaire, même si je pense que ce n'est pas celle privilégiée par Pékin, parce qu'il considère qu'il y a d'autres armes à sa disposition. Et probablement. Pour la même raison de support des États-Unis à Taïwan. Oui, et puis la symétrie des capacités surtout. Parce que si les États-Unis supportent Taïwan, mais n'a pas la capacité de projection, mais aujourd'hui, ils ont une capacité de projection bien plus forte que la Chine pour l'instant encore. Encore combien de temps? Donc c'est une question aussi de rapport de force dans le Détroit. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur Taïwan. Bon, merci Laurent. Bon, pour respecter le délai que Alice nous avait donné. Et bon, commencez pour vous. Je suis là, je reste là. Oui. Ah, d'accord. Oui, je reste là. Vous remercier pour cet exposé qui a été excellent, avec beaucoup d'informations que moi, je ne connaissais pas du tout, donc qui est très préoccupant. Remercier aussi tous les participants. Il y a énormément de questions qui n'ont pas été posées, mais nous avons là aussi l'adresse, le courrier électronique d'Alice en bas pour que tout le monde puisse le voir. Nous avons rappelé aussi que nous sommes en un partenariat entre l'association de l'MBA de Sciences Po avec le MIT Club de France, et rappeler aussi les participants que nous aurons une prochaine conférence le samedi 10 avril sur le nouveau management. C'est celui-là que vous voyez là sur la présentation, le 10 avril. Merci à tous. Au revoir. Juste une petite chose. Donc, la conversation a été enregistrée. Donc, il y a un lien qui sera envoyé à tous les participants qui pourront revisionner et la présentation d'Alice, mais également les questions qui ont été posées en discussion publique, qui seront sur le lien également. Voilà. Merci à tous. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. L'adresse email de Madame Ekman pour en bas dans le chat. Oui, mon adresse personnelle très simple, c'est alice.ekman@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Okay. Voilà. Merci à tous pour l'invitation. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà. Je n'arrive pas à ouvrir ma caméra, moi. Ben, il faut cliquer sur caméra, Jean-Marc. Oui, bien sûr. Mais je clique, j'ai un sens interdit dessus. Non, mais ça va venir, il faut que tu cliques dessus, en fait, sur oui, mais j'ai mon image en noir. Ah, mais tu dois avoir ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que tu dois avoir ta caméra qui est... Ah, bah voilà, c'est revenu. Voilà.
Oui, j'en profite aussi pour vous montrer ça. C'est le livre de Alice Ekman. Donc, il y a pas mal de réponses à des questions qui ont été posées dessus. C'est un livre qui est très intéressant à lire. Hein. Il n'est pas très gros, donc c'est pas trop difficile à lire. Alors, Jean-Sébastien a dû nous quitter parce qu'il était 2 heures à Hong Kong. Donc, il salue bien sûr tout le monde. Et Olivier Guillet vient de partir également. Il salue aussi tous les participants. Hein. Il y a Charles qui demande si, en étant du MIT, peut assister à nos présentations, nos conférences. Bien évidemment, hein, évidemment. Ah oui, aucun souci. Non, non. Avec plaisir, au contraire. Voilà. Donc, Jean-Marc est le coordinateur pour toutes les demandes d'inscription aussi. Donc, oui, Frédéric nous envoie la liste, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je peux juste vous envoyer un email pour être joint à ces webinaires. Oui, bien sûr. oui. D'accord. On a un enregistrement également, donc ceux qui voudront revoir la conférence pourront la revoir d'ici quelques jours, le temps qu'on développe la pellicule. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. Voilà, merci. Bien. Enfin, la qualité des images était très bonne et la qualité de la conférence était excellente. Voilà, non, mais. Alors, je remets la présentation là, pour la prochaine conférence. Donc, ça sera le samedi 10 avril, avec comme animateur donc Olivier Guillet, qui est le vice-dean de l'école de management et de l'innovation, et qui était présent donc ce soir à la conférence animée par Alice. Voilà. Polo est toujours là? Non, il est parti, Polo. Je ne le vois pas, oui. Oui, il est parti. Bon, je pense qu'on peut mettre fin à la réunion. À la réunion. Oui, donc les questions pourront être posées directement à Alice via son mail. Oui. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée et merci à tous aussi d'être venus, relativement nombreux.